Bonjour à tous, j'ai l'honneur de commencer cette table ronde. Donc, je suis chercheur à l'Institut Pasteur, spécialiste des perceptions sensorielles, et plus particulièrement de l'odorat, mais aussi comment l'odorat interagit avec les autres sens pour faire émerger une perception multisensorielle. Je vais revenir plusieurs fois sur ce concept. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder la question du grand vin sous deux aspects. Le premier suit des neurosciences, comment nos connaissances de notre cerveau et de notre système sensoriel, qui est finalement l'outil de mesure qui va nous permettre de percevoir le vin, de l'appréhender. Comment ces connaissances actuelles qui émergent énormément aujourd'hui grâce à des nouvelles technologies, grâce aux connaissances scientifiques qui explosent, nous permettent de mieux comprendre comment fonctionne cet outil de mesure et comment peut-être optimiser son utilisation. Et l'autre aspect, c'est l'aspect esthétique. Est-ce que dans le grand vin, il n'y a pas une dimension esthétique qu'il faut aborder? Et je fais écho déjà à ce qui a été un petit peu dit par Jean-Robert Pitts sur la dimension artistique et esthétique du grand vin. Alors, pour parler des grands vins, j'ai proposé de convoquer quelqu'un à notre table. Cette personne, c'est le dieu du vin, tout simplement. C'est Bacchus. Bacchus, ici, très, très joliment représenté par le Caravage en 1595. Pourquoi j'ai choisi cette image? Parce que dans cette image du vin, tel que le Caravage le représente, vous voyez les différents aspects du vin. Devant nous, au premier plan, il y a bien sûr cette coupe de fruits qui nous évoque la notion d'arôme, de bouquet, des notes végétales, des notes fruitées. Mais derrière ça, vous voyez aussi Bacchus qui montre avec sa main droite, qui touche ce petit ruban de soie, et qui veut derrière ça nous guider vers un aspect important du vin, c'est la notion de toucher, la notion de texture. Et là, je lance une perche ensuite pour Jacques Irigaud, qui nous parlera un peu de l'importance de la dégustation géosensorielle et de son approche sur cette partie-là. Et puis, troisième point, si vous penchez bien sur le verre de Tien Bacchus, qu'est-ce qu'on voit? On voit un vin rouge. Et je rassure nos amis alsaciens, Bacchus boit aussi un peu de Riesling de temps en temps. Et on voit un vin rouge qui vibre. On voit un vin rouge qui bouge. On voit un vin qui est en vibration, qui est en résonance. Et là, le Caravage est là pour nous indiquer qu'un vin n'est pas seulement un objet, une image sensorielle, mais plutôt quelque chose de vivant, de dynamique. Et je reviendrai sur cet aspect juste après. Alors on voit aussi que Bacchus ne voit pas de vin avec des étiquettes. Ce n'est pas un buveur d'étiquette, pas de prix sur la carafe, pas d'étiquette, pas de référence au vin. Alors, pourquoi c'est important et pourquoi on sait maintenant que dans la perception des grands vins, c'est important? On sait que la notion de prix biaise beaucoup nos jugements. Il y a une expérience qui a été faite dans la fin des années 2000. On a pris des personnes, on les a mis dans un scanner qui permet de voir l'activité du cerveau en direct, et on leur a fait goûter un vin pendant qu'ils sont dans le scanner. Et on leur fait goûter un premier vin, et on leur dit ce vin coûte 10 euros. Ok. Et on se plonge en particulier dans le cerveau, dans la zone qui encode le plaisir, le pleasantness. Et cette notion de plaisir, on voit l'activation pondérée induite par ce vin à officiellement 10 euros. Et puis on fait d'autres expériences, et puis on resserre un deuxième vin qui s'avère être le même que le premier, mais ça, le dégustateur ne sait pas, et on lui dit, là cette fois-ci, vous goûtez un nouveau vin qui coûte 500 euros. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit les zones du plaisir qui s'activent énormément, et la personne nous dit, oh, c'était un vin fantastique, il n'y a aucune différence. Alors ça c'est troublant, parce que ça veut dire que le cerveau, quelque part, va biaiser ses perceptions en fonction d'informations contextuelles, comme celle du prix. Et ça nous montre tout le problème du cerveau, c'est que le cerveau, c'est une machine qui est une machine prédictive, qui essaie de faire une prédiction tout le temps, d'interaction avec son environnement. Et le prix, malheureusement, va biaiser énormément l'information sensorielle qui suit. Et c'est le problème aussi de ces perceptions sensorielles, c'est qu'elles sont toujours séquentielles. On va d'abord voir et observer un vin, tirer son étiquette, avant de le sentir et de le boire. Donc, le fait qu'on ait une séquence, une temporalité sensorielle, fait que les premières informations sensorielles vont guider les suivantes. Et le cerveau a cette mauvaise manie de vouloir prédire ce qui va se passer au niveau sensoriel à partir d'autres informations contextuelles. On pourrait généraliser ça à d'autres aspects. La vue, par exemple, c'est cette expérience connue d'un laboratoire à Bordeaux, où on a fait déguster un panel de futurs œnologues un vin blanc. Le vin blanc qui est décrit avec des descripteurs de vin blanc. Et puis l'appariteur un peu filou, en l'occurrence cet appariteur s'appelait Frédéric Brochet, sert cette fois-ci un vin rouge qui est en fait le même vin blanc mais coloré avec un colorant rouge, inodore.
Et là, on voit un panel d'œnologues qui commence à aller faire ce vin avec des descripteurs de vin rouge. Ah, c'est le classisme, on se sent un peu la rosée. Pourtant, le vin n'a pas changé. Et là, on voit encore un autre aspect, c'est que la vue va influencer aussi notre perception. Donc, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas essayer de cloisonner les perceptions les unes par rapport aux autres, parce que le cerveau ne fonctionne pas du tout comme ça. Il intègre beaucoup d'informations, et surtout, il va commencer déjà à prédire sur le futur. Et c'est une machine pour voir dans le futur, le cerveau. Alors, j'ai parlé de la vue du contexte, important. L'autre aspect où on a beaucoup d'informations qui émergent aujourd'hui, c'est au niveau du nez. Au niveau du nez, on a des découvertes qui montrent aujourd'hui, c'est clair, qu'on a aujourd'hui 400 détecteurs, 400 récepteurs moléculaires pour percevoir le monde des odeurs. Pour vous donner un parallèle, la vue, notre rétine, utilise seulement 3 récepteurs pour percevoir l'ensemble des couleurs de notre environnement. Et l'ensemble des couleurs de notre environnement, on estime qu'on serait capable de discriminer autour d'1 million de couleurs seulement avec 3 photorécepteurs. Donc vous imaginez bien qu'avec 400 récepteurs, on a une palette de sensibilité qui est gigantesque. Et les gens se sont posé la question, avec des outils modernes, est-ce qu'on peut estimer le nombre d'odeurs qu'on serait capable de discriminer? Et le chiffre aujourd'hui, il est évalué à 1000 milliards d'odeurs discriminables. 1000 milliards, c'est vertigineux, ça stimule un peu notre aspect critique. Qu'est-ce que ça veut dire 1000 milliards? Je vous rappelle qu'on a à peine 100 milliards de neurones dans notre cerveau, donc 1000 milliards, ça veut dire qu'on n'est pas capable de stocker en mémoire, c'est sûr. Et par contre, notre système olfactif, c'est une machine qui est très bien rodée pour discriminer les choses. Je sais très bien discriminer un 2015 d'un 2014, mais pourtant, je ne suis pas capable de savoir pourquoi, mais je sais que ces deux vins sont différents. Alors, à côté de cette grandeur, ce vertige de la discrimination, il faut savoir que le système olfactif, il a un penchant un peu négatif, c'est le fait qu'il a une tendance à faire d'un ensemble d'éléments un tout. Il a une perception qu'on dit synthétique. Synthétique, ça veut dire, quand je prends un verre de vin, ou que je prends un fruit, prenons un fruit par exemple, une pomme s'échappe entre 200 et 400 molécules volatiles. Votre système olfactif ne va pas essayer de discriminer les 200 à 400 molécules volatiles qui s'échappent de cette pomme, mais va plutôt faire une image générale, globale de la pomme. Même chose pour le vin. Le vin, c'est encore plus complexe parce qu'on estime qu'on a entre 800 et 1000 molécules volatiles qui s'échappent d'un verre de vin. Donc, pour continuer dans la métaphore, si le système visuel, lui, est un outil très analytique qui va disséquer les choses, le système olfactif, il regarde plutôt les contours, il regarde plutôt l'ensemble, et il colle l'aspect global. N'en déplaise à Jules Chauvet, qui est le père de la dégustation analytique, aujourd'hui on sait que le système olfactif n'est pas une machine faite pour ça, puisque c'est plutôt une machine qui est faite pour faire la synthèse. Donc on voit d'ailleurs les limites, on sait tous, nous, amateurs, que disséquer tous les éléments qui composent le vin, c'est difficile parce que le système olfactif lutte contre ça. Et une des raisons, c'est que la multiplicité des odeurs qui peuvent potentiellement nous faire face sont gigantesques. Donc le système olfactif de tous les mammifères fonctionne comme ça. On a résolu le problème de la complexité en regardant le tout plutôt que les éléments. Alors, autre fait important du système olfactif qui est le focus de beaucoup de recherches en ce moment, c'est qu'on a découvert que le système olfactif a un accès direct au siège des émotions. Au siège des émotions, ça veut dire que, pour vraiment donner les chiffres, entre une odeur qui arrive dans notre nez et le siège des émotions, il y a seulement 2 connexions dans le système olfactif. Alors que pour les autres systèmes sensoriels, on est entre 4 et 6 connexions différentes. Ce qui veut dire que cet accès direct aux émotions, et par émotion, j'étends le concept aux notions de la mémoire. Vous savez que la mémoire est d'autant plus importante et d'autant plus robuste qu'il y a une émotion qui se cache derrière. Ici, tous, on est capable de se rappeler ce qu'on faisait le 11 septembre 2001, où est-ce qu'on était, où on était, avec qui on était, parce qu'il y avait un moment émotionnel qui nous a fait imprimer cette mémoire dans notre tête. Mais je vous demanderais de savoir et de réfléchir à où est-ce que vous étiez le 12 septembre 2001, probablement vous n'avez aucun souvenir de cette date. L'émotion est forte parce que c'est elle qui va imprimer la mémoire d'autant plus. Et si l'olfaction est capable de jouer sur les émotions, vous imaginez bien que là on a une manette pour pouvoir agir sur cette mémoire. Donc l'odorat, par ce lien avec les émotions, va être capable de toucher et de convoquer tout le stock d'expériences individuelles passées, de convoquer le passé, de convoquer notre expérience olfactive, et surtout il est capable de les passer du compartiment inconscient au compartiment conscient. Et ça c'est très important justement pour comprendre cette faculté d'éveil que peut avoir l'odorat. Marcel Proust l'a très bien décrit,
avec cette histoire de cette Madeleine, et toute la quête qui s'ensuit, la recherche du temps perdu, ça veut dire la recherche finalement du passé, des expériences passées qui sont stockées dans l'inconscient et que l'odorat est capable de réactiver dans le conscient. Autre point important, le toucher. Une fois que le vin est en bouche, on convoque un sens important, c'est le sens du toucher. Et pour vous donner l'ampleur un peu de notre capacité tactile au niveau de la bouche, il faut savoir que l'appareil buccal est capable de concentrer 20% de l'ensemble de récepteurs du toucher, de l'ensemble du corps. C'est-à-dire que l'ensemble du corps et les récepteurs du toucher, les 20% se trouvent seulement dans cette petite zone. C'est pour vous dire la sensibilité, la résolution du toucher dans notre bouche par rapport à mon épaule ou à une autre partie de mon corps. C'est très très délicat. Ensuite, ce qui est très intéressant aujourd'hui aussi, et ça c'est tout l'apport de la biologie moléculaire, c'est la découverte de nouvelles dimensions gustatives. Là on parle maintenant cette fois des saveurs. Les saveurs classiques, vous les connaissez, sucré, salé, acide, amer, umami. Umami. Ça vous parle tous, umami, j'espère. Oui. On découvre aujourd'hui qu'en plus de ces 5 saveurs officielles, au niveau de la bouche, on serait capable de sentir d'autres paramètres. On a découvert sur la bouche des récepteurs qui nous permettent de sentir, de détecter précisément la présence d'ions calcium et magnésium. Vous avez tous fait l'expérience, goûter une Contrex et goûter notre Volvic, ça n'a rien à voir. Mais on a spécifiquement dans la bouche un détecteur pour ces ions. Découverte en 2012. On découvre aussi qu'on serait sensible aussi aux acides gras, donc là c'est pas plutôt la dégustation du vin, mais plutôt la dégustation de l'huile d'olive. On serait capable de discriminer entre plusieurs acides gras dans la bouche. L'acide gras, il est peut-être là pour nous donner une rondeur, une viscosité à la bouche, mais il semblerait que la bouche est aussi capable de détecter cette molécule. Et on a des résultats qui restent vraiment à démontrer clairement au niveau chez l'homme, de la détection de certains sucres. Si on perd le goût du sucré, on est quand même capable de détecter certaines saveurs sucrées, j'ai ça entre parenthèses, qui sont liées à d'autres formes de sucre. Donc vous voyez, on a un continent qui émerge, et si je refais cette conférence dans 5 ou 10 ans, on aura probablement découvert des nouvelles perceptions dans la bouche. Et donc c'est vraiment un territoire qu'on n'a pas forcément regardé suffisamment, ni en biologie moléculaire, ni en neurosciences, qui a plein de choses à nous faire découvrir sur nos perceptions. Alors, tout ça pour dire qu'au final, quand on prend un verre de vin, on va sentir son nez, c'est très bien, mais c'est qu'une fois qu'on le met en bouche, on va convoquer à la fois le toucher, les saveurs, la rétro-olfaction, et plus d'autres dimensions qui sont difficiles à déterminer. C'est vraiment, on a un moment où on prend le verre en bouche, on a une explosion sensorielle qui est considérable. Je connais peu d'actes sensoriels qui convoquent à la fois 3 sens en même temps. 3 sens en même temps, quand je vais voir un opéra, je vais voir un spectacle de danse et de la musique. Quand je vais voir un concert, je vais voir un spectacle de musique. Quand je vais voir un tableau, je vais voir un spectacle visuel. Et là, quand je prends un verre de vin, et par extension quand je prends un repas, j'ai une explosion sensorielle qui est énorme en bouche. Je convoque tous mes sens. Et au niveau du cerveau, ça se voit, on voit que l'activité cérébrale au niveau du cerveau, elle est considérable quand on mange. Voilà, cet acte de manger, de boire, on le fait quotidiennement, on le fait 3 fois par jour, et on ne fait pas attention. Et pourtant, c'est un acte qui est très important, parce que très adaptatif. Quand je mange, c'est ma survie qui est en jeu. Alors, un autre aspect que j'aimerais revenir là-dessus, c'est maintenant cette fois-ci, dans cette figure d'interaction multisensorielle dans le vin, il faut prendre en compte le fait que le vin ne s'inscrit pas seulement dans l'espace des dimensions sensorielles, mais plutôt aussi dans le temps. Et je crois que c'est un paramètre que j'aimerais soulever avec vous, c'est que le grand vin, c'est un produit qui s'inscrit dans le temps, comme la musique. C'est pas une image figée, je veux dire, c'est pas une juxtaposition de sensations, mais c'est vraiment une séquence temporelle, c'est vraiment un film. Et ça, j'espère que vous avez tous ressenti cette sensation. Je veux dire, les vignerons passent un temps fou à faire leur vin. Nous avons la responsabilité en tant que dégustateurs de prendre le temps de boire le vin aussi, de le prendre pour pouvoir voir tout ce film, y compris la fin du film, y compris le générique. Donc c'est dans la bouche que se passe cette dimension temporelle. Le nez reste assez figé malheureusement, et en bouche c'est là qu'on a toute cette dimension temporelle qui prend son ampleur, avec les notions classiques d'attaque, de bouche, de finale, de volume, il y a tous ces aspects. Et derrière ça, derrière cet aspect temporel, j'ajouterai un autre aspect qui est important, c'est que chaque contemplation du vin qu'on a en bouche est une exploration qui doit être dynamique. On doit interagir avec le vin, on doit activement jouer avec lui. À la manière de quelqu'un qui voit un tableau, il va changer d'angle de vue, ses yeux vont bouger sur le tableau. À la manière de quelqu'un qui va toucher un tissu, quand vous touchez un tissu, quand je touche ma veste ici, je ne vais pas juste poser mes doigts dessus, je vais
bouger mes doigts, pour sentir le grain, pour sentir la vibration, pour sentir la texture du tissu. C'est ce que vous avez pas vu tout à l'heure. Même chose dans le vin, en bougeant, en dansant avec le vin en bouche, on va toucher à l'étoffe du vin. Et donc tout cet enchaînement dynamique pourrait faire penser aussi à la musique, à la mélodie. Et il y a des images qu'on pourrait prendre des vins qui montent, des vins qui descendent. Je pense qu'il y a beaucoup de parallèles à faire sur ces notions-là. Et j'ai essayé de prendre un tableau qui personnifie un peu ça. C'est un tableau qui a été réalisé par Paul Klee, auteur suisse dans les années 20. Il a essayé de personnaliser dans ce tableau-là l'art de la fugue. L'art de la fugue tel que Bach le pratiquait. Ce qu'il a voulu montrer avec ce tableau, c'est que l'objet n'est pas simple, mais il change dans le temps, il change de couleur, il change de forme, et surtout la notion de contrepoint. Il y a plusieurs mélodies qui se jouent ensemble. Et tout ça, ensemble, fait quelque chose d'harmonieux. C'est l'autre point que j'aimerais discuter avec vous, c'est la notion d'harmonie, de cohérence et de précision. Qu'est-ce que c'est l'harmonie? C'est une notion que beaucoup de gens se sont intéressés, y compris plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. Platon essaie de définir l'harmonie, il dit que le rapport entre les parties et un tout, c'est l'harmonie d'un rapport entre les parties et un tout, en particulier dans lequel le tout s'impose à la multiplicité des parties. Le tout est plus grand que la somme de ses parties. À cette définition, je préfère presque une définition plus moderne, en tout cas celle de Baudelaire, qui parle d'un tableau cette fois-ci, qui dit un tableau conduit harmoniquement consiste en une série de tableaux superposés où chaque nouvelle couche donne au rêve plus de réalité. Donc c'est une image qui parle bien, qu'on pourrait étendre à la notion de vin, où on a cette notion de couche, de superposition, qui jouent ensemble et qui jouent de manière harmonique. Donc, je vous ai dit, les dimensions du vin remplissent l'espace, donnent du volume. Il y a la notion d'équilibre aussi entre les dimensions. Effectivement, si on a tout de suite une note acide qui se détruit en bouche, on casse l'harmonie, on casse l'équilibre. Mais par contre, on convoque plusieurs dimensions dans cet aspect-là. Et donc, c'est toute la difficulté de l'harmonie, c'est qu'il faut maintenir un équilibre. Les sensations aussi dans l'harmonie doivent être précises. Si une sensation n'est pas précise, elle induit la confusion. Et qui dit confusion dit perte d'harmonie. Et j'ajouterais que dans l'harmonie du beau, il faut aussi comprendre que quand on a un objet qui est dynamique, il n'y a pas d'aspérité, il y a une espèce de continuité entre les sens. Et ça, c'est aussi ce qui fait un grand. Du coup, ça nous amène à un dernier concept, c'est la notion de beauté. Pour moi, un grand vin, c'est pas un objet qui est bon, mais c'est un objet qui est beau. Et toute la notion entre bon et beau, le bon c'est agréable, ça donne du plaisir. Le beau n'a aucune utilité. Le beau est beau. Le beau se différencie du bon, et je pense qu'il y a une différence qu'on peut tous percevoir entre sentir bon et sentir beau, s'il y avait une forme d'image à avoir là-dessus. Et d'ailleurs, si on réduit l'expérience artistique à seulement la sensualité, c'est-à-dire une beauté superficielle, c'est là qu'on a un problème, c'est qu'on quitte le beau. Et c'est tout un peu le problème de vins qui ont une beauté superficielle très jolie, qui sont surextraits par exemple, qui vont concentrer du sucré, des notes vanillées, de la chaleur. C'est une beauté très superficielle, mais qui n'a rien à voir avec la beauté du vin dans toute son ampleur, dans toute son... Donc c'est là qu'on voit une différence, et qu'on peut mesurer la différence de la beauté sur le temps et sur l'aspect dynamique. Donc, si un vin est beau, et ce que je revendique, et j'en me soutiendrai dans cette démarche, si on considère que le vin et le grand vin doit être une œuvre artistique, il faut que, dans une œuvre artistique, il y a un code, et donc s'il y a un code, il faut être capable de le décoder, et donc ça suggère une notion d'apprentissage. Et d'apprentissage, en tout cas, de communication intersubjective entre le vigneron et le dégustateur. Donc le travail, dans un acte de faire un grand vin, le travail est double, il est à la fois dans l'artiste, dans le vigneron, qui doit s'engager à être capable d'échanger, à ne pas faire quelque chose qui est abscon, mais plutôt à gérer une intersubjectivité avec son dégustateur, à viser une communication, il a un contrat de communication, le vigneron. Et puis le dégustateur, il doit être capable de développer son goût pour les grands vins. Pas facile, puisqu'il faut être capable d'appréhender ce type de beauté, mais Bruno nous parlera justement des méthodes que lui utilise pour justement apprécier d'autres formes, d'autres dimensions des grands vins. Il faut être capable de fréquenter les grands vins, et la fréquentation répétée des grands vins nous permet justement de dépasser cette impression de beauté superficielle. Pas évident. Il faut peut-être aussi comparer cette impression-là à d'autres formes de beauté, d'autres arts. Et puis je pense que le point principal, il faut être capable d'examiner aussi ses propres préjugés.
mais on revient à la notion de prix de départ, examiner ses propres préjugés, ses prototypes de vin dans sa tête, qui parfois nous empêchent de nous positionner dans le point de vue précis que le vin demande. De se positionner dans le point de vue précis que le vin demande. Le vin nous propose quelque chose, il faut l'écouter, pas seulement à la lumière de nos prototypes. Alors, malheureusement, on a tous des normes de goût, on a des normes de goût en fonction de à qui on appartient, à quelle civilisation on appartient, à quelle, si on est plutôt asiatique ou plutôt occidental, on voit des normes de goût différentes, donc c'est difficile. Donc en conclusion, je pense que, j'espère que vous serez en tout cas convaincus comme moi qu'on peut considérer que le vin est un art, ou en tout cas qu'il y a une dimension esthétique qui est à prendre et à soulever. Et je trouve que dans le vin, il y a une dimension artistique qui est forte, mais en plus de ça, le vin, c'est un art qui est partagé. C'est un art qui est social, puisqu'on échange. Et ça, c'est une forme d'art qui est relativement unique. C'est pas le film et moi qui communiquons, mais tous ensemble, on partage l'art du vin, ce qui en fait vraiment un objet artistique unique et qui nous regroupe ici tous ensemble aujourd'hui. Merci beaucoup.